Parler du transport combiné route fluviale, je demande à Lionel Rouillon et Didier Landry de me rejoindre sur scène. Vous pouvez les applaudir parce que on a, comme d'habitude, ce qui est bien dans ces assemblées générales, c'est qu'on a des points réguliers, on a des points d'ancrage, et ce point sur le fluvial est traditionnel à l'assemblée générale du GNTC. Et je vais commencer avec vous, Lionel Rouillon. Vous êtes directeur de... Peut-être Didier Landry, parce qu'il a un train à prendre juste après. Bon. Et puisque les trains partent à l'heure, et puisqu'ils sont partis à l'heure depuis hier, eh ben on va inverser. Moi, je n'ai pas de préséance particulière. Je vais donc vous donner la parole, Didier. Vous êtes président d'entreprise fluviale de France. On a échangé hier au téléphone. Vous avez quelques messages clairs, trois points clés que vous voulez partager avec vos collègues ici présents. Oui, merci Gilles, et très heureux d'être parmi vous aujourd'hui avec Lionel Rouillon. Alors d'abord, vous avez commencé la séance avec quelques chiffres très impressionnants d'ailleurs, sur la progression du transport combiné. Alors, juste pour fixer les choses, il y a à peu près 1 million d'UTI qui circulent en rail-route, à peu près 300 000 en fluvial, donc c'est ça la proportion. Mais nous, on raisonne plus en équivalent 20 pieds, puisque l'essentiel de notre trafic se fait au départ ou à l'arrivée des ports maritimes. Et donc, on est à 600 000 équivalents 20 pieds. L'essentiel de ce trafic, c'est la Seine, ensuite le Nord, l'Est, le Rhône. La tendance, et c'est assez remarquable d'ailleurs, puisque vous avez cité les chiffres, il y a une progression spectaculaire du rail-route depuis 2 ans. En fait, nous, si on regarde les 7-8 dernières années, il y a une progression du fleuve-route de 3 à 4 points par an. Donc on va, j'allais presque dire, au rythme du fluvial, en progression. Voilà. Derrière ça, il y a une grande disparité. Un dynamisme cette année très grand de la Seine, ça c'est très clair. Du Nord, sur l'Est, il ne vous a pas échappé qu'on a eu à subir quelques aléas climatiques et on pouvait charger qu'à 20% les barges, donc ça a été, la saison a été assez catastrophique. Sur le Rhône, on est sur un marché assez atone. Donc effectivement, moi je voulais évoquer deux sujets principalement. Le premier, qui est celui, et c'est pas un hasard si on se retrouve ici à parler de fluvial avec nos amis du ferroviaire. Moi, je voudrais évoquer le sujet qui me tient beaucoup à cœur de la coopération entre le ferroviaire et le fluvial. C'est quelque chose qui est pas culturel en France, en réalité. C'est quelque chose qu'on apprend à faire depuis très peu de temps, mais qui est complètement naturel en Europe centrale. Moi, je cite toujours 2 exemples. L'accident du Rastatt en 2017. Donc, je ne vais pas expliquer aux spécialistes du ferroviaire ce que ça signifie. Il y a eu un report complet sur le fluvial, sur le Rhin. Et ça a fonctionné de manière totalement seamless. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question du côté des organisateurs de transport, des chargeurs. On passe de l'un à l'autre en fonction des besoins. L'autre exemple, et dans l'autre sens, sont les bases eaux qu'on connaît assez régulièrement sur le Rhin. Il y en a eu en 2022. Moi, je citerai celles qui ont eu lieu en 2018, où là, c'est l'inverse. La totalité du trafic fluvial est passé sur le ferroviaire. Alors, pas tout à fait la totalité, puisque les bases eaux ont occasionné, et le chiffre est assez pertinent, et il doit interroger, les bases eaux sur le Rhin en 2018 ont coûté 2 points de PIB à l'Allemagne. Donc ça montre un peu la robustesse ou le risque lié à ça.
Et puis, aujourd'hui, ce qui est assez stupéfiant, c'est que si on prend tous les opérateurs français de combinés qui font du fluvial, ils travaillent tous aussi en ferroviaire. Et ça, alors Rhenus et Danzer ont ça dans leur ADN depuis des années. Ce n'était pas le cas des opérateurs français jusqu'à une époque récente. Et puis cette coopération, elle s'exerce sur le plan institutionnel. Et donc, nous travaillons main dans la main avec le GNTC. Il y a aujourd'hui le plan d'aide au transport combiné dans la période actuelle qui a été discuté, concerté, avec le souci permanent du dialogue entre les opérateurs ferroviaires et les opérateurs fluviaux pour pas qu'il y ait d'effet de bord, qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence par le biais de l'aide à la pince. Et je pense qu'on a réussi. Et donc ça, c'est ce cap qu'il faut absolument tenir. L'autre exemple de coopération concerne les gestionnaires d'infrastructures. Tu vas probablement en parler, Lionel. Il est absolument fondamental parce que ça va permettre de travailler sur les plateformes multimodales et les ports. Mais effectivement, et je vous le disais, Gilles, en préparant cette entrevue, des fois, cette coopération, elle ne fonctionne pas, quoi. Hein, notamment en période de crise. Et donc, j'écoutais avec attention Monsieur Lavoué égrener les chiffres qui nous donnent un peu le vertige en fluvial, parce qu'il faut que vous enleviez au moins 0 pour vous retrouver à l'échelle du fluvial. Et je vais prendre un exemple. Je vais prendre les trafics de pré- et post-acheminement sur Fos. D'ailleurs, si je vous quitte, c'est pour aller à Fos, discuter avec les armateurs maritimes et le port, avec les opérateurs. Il y a une part de marché des modes alternatifs qui est en très légère progression depuis 4 ans. C'est le fluvial qui tenait la corde, et la proportion s'est complètement inversée au profit du ferroviaire. Alors, il y a des trafics qui ont été pris à la route, et il y a un dynamisme considérable des opérateurs sur cette zone. C'est assez spectaculaire de voir le nombre de lignes, le nombre de départs, chaque année, chaque mois, quasiment augmenté. Mais pourquoi nous, on a baissé ? Simplement, notre compétitivité, notamment sur cet axe, s'est cassé la figure. À raison des questions de carburant, des coûts de manutention, ce genre de choses. Et dans le temps où le ministère débloquait une aide pour contrebalancer la hausse de l'énergie dans le ferroviaire, ce qui était nécessaire, parce qu'aujourd'hui, on ne serait pas là en train de se parler aussi nombreux s'il n'y avait pas eu l'aide. Moi, j'ai cette conviction, j'ai travaillé dans le ferroviaire, je sais ce que c'est. En revanche, nous, on n'a eu aucune aide. Donc moi, j'en appelle, et notamment le représentant de la DGITM et notre ministre des Transports, à avoir une approche coordonnée sur le multimodal. Enfin, ça ne sert à rien de jouer des mouvements de bascule entre les modes de transport combinés. Le sujet, c'est d'arriver à basculer de la route au mode massifié. Et dans ce domaine, je dirais, on a énormément de progrès à faire. Et donc, voilà, l'exemple que je voulais citer est terminé en disant, et vous l'évoquiez, Gilles, au-delà des aides, des subventions, des grands équilibres économiques, il y a 1 milliard de choses à faire sur le plan opérationnel. Dans le domaine douanier, dans le domaine de l'organisation portuaire, avec les manutentionnaires, et je vise notamment la zone d'interchange à Fos. Enfin, donc, il faut à la fois, je dirais, s'intéresser aux grands agrégats économiques, parce que quand on se paye des hausses de prix de sillon, comme le secteur ferroviaire s'en est payé depuis quelques années, ou les hausses de carburant à 200%, bah, il faut éteindre le feu, c'est évident. Mais il faut travailler sur le fond de ces chaînes logistiques.
Et le mot combiné, c'est combiné avec un S. Et notre trait d'union, ce sont les plateformes, notamment les plateformes portuaires. Donc voilà ce que je voulais modestement dire avant de filer, pas tout à fait à l'anglaise pour Fos. De filer à la Marseillaise, je ne sais pas si l'expression existe. Merci beaucoup Didier. On retient donc cette alerte sur le fait qu'il ne faudrait pas que le résultat de tout ça, ce soit un transfert d'un mode à l'autre. L'objectif, c'est bien le report modal et la croissance du gâteau, les deux. La croissance du gâteau qui profiterait à tout le monde. Je ne sais pas si vous voulez encore 5 minutes, le temps de 10 heures, allez, 5 minutes pour écouter Lionel Rouillon, donc directeur du développement de VNF, qui est un gestionnaire d'infrastructure qui a eu aussi des bonnes nouvelles, avec une attention portée par le précédent gouvernement à un certain nombre de projets. Pourriez nous faire un petit peu le point sur ces projets de développement et cette attention portée à l'amélioration quotidienne des trafics. Et évidemment, Didier, vous nous quittez dès que ça devient trop chaud pour Marseille. Merci Gilles. Oui, alors VNF est en train de connaître une mutation et à travers elle une partie du transport fluvial. On est en train de passer d'une posture de gestionnaire d'infrastructure qui, si je caricature un peu, s'occupait de la ligne d'eau et puis du fait que les ouvrages fonctionnent, les portes d'écluse s'ouvrent, les barrages s'ouvrent ou se ferment, à un positionnement qui peut ressembler aux administrations hollandaises ou allemandes. C'est-à-dire qu'évidemment, on est un gestionnaire d'infrastructure, mais également garant de la compétitivité du secteur et favorisant le développement des opérations sur ce secteur. Au-delà des mots, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que, évidemment, pour pouvoir aider le secteur à se développer, il faut à un moment pouvoir avoir des gains de compétitivité et avoir une chaîne logistique qui fonctionne sans goulet d'étranglement ou sans à-coups. Concrètement, VNF a signé avec l'État un contrat d'objectifs et de performance qui nous assure 3 milliards d'investissements sur 10 ans, 300 millions par an. C'est plus que le double. En 2018, quand la décision de revoir le budget, le début de la négociation avait commencé avec l'État, pour vous donner une idée, on était à 180 milliards. Millions, pas millions. Pas milliards. C'est le moins 10, vous voyez, moi, voilà. millions par an. Donc on a fait quand même un petit bond. Ça nous permet de payer un certain nombre d'investissements d'infrastructures qui sont toujours chers et d'être à la hauteur, comme je disais, sur les infrastructures, par exemple, la construction du canal Seine-Nord-Europe et tout à l'heure, François Lajoué l'indiquait avec les premiers coups de pioche sur le Condé Pomerol qui ont eu lieu. Et une navigation qui sera bientôt ouverte, si ce n'est déjà le cas d'ailleurs. Non, c'est déjà le cas en plus. Le deuxième élément, c'est l'allongement d'un certain nombre d'écluses qui permet de passer plus de tonnage. Mais là, on est sur l'infra. À côté de l'infra, qui est notre métier historique, à côté de l'infra, il y a un certain nombre de choses. C'est bien d'avoir un tube, mais si la porte d'entrée et la porte de sortie ne sont pas compétitives, ça ne sert pas à grand-chose. On a révisé notre politique portuaire. On est concessionnaire d'un certain nombre de ports intérieurs pour faire rentrer des logisticiens. CFNR, DP World, Rhenus. Enfin, CFNR est une filiale de Rhenus. On a en ligne de mire les renouvellements de concession des ports du Nord. On a en ligne de mire les renouvellements de concession des ports de la Saône. Parce que oui, il y a un souci avec la plateforme multimodale de Fos, où les quais sont trop courts, ce qui fait que vous êtes obligé d'attendre que le navire maritime ait terminé de décharger pour pouvoir venir prendre vos chargements. Mais il y a aussi un problème de compétitivité avec les portes de sortie, notamment les portes de sortie au-delà de Lyon, sur la Saône. Donc un vrai travail là de développement de la compétitivité des plateformes portuaires, avec un accord avec SNCF Réseau pour développer le trimodal. Chose qui fonctionne quand même pas trop mal sur un certain nombre de points. La Moselle, et notamment Metz, par exemple, ça ne se sait pas assez, mais Dunkerque est devenu le premier port maritime communiquant avec Metz via le fer, devant Anvers. Le deuxième élément, c'est qu'on a une ligne aussi Calais-Mâcon, et puis Mâcon ensuite...
qui descend vers la frontière espagnole, de manière à pouvoir là aussi faire du combiné. Alors, faire fleuve, d'une part, mais également avoir une meilleure compétitivité des coûts de rupture de charge, parce que tout simplement, les outils fonctionnent plus longtemps et tous les jours. Donc ça, c'est un point d'attention important. On a des difficultés après, par exemple, sur Menancy et Champignol. Alors, deuxième élément, comme je disais, les ports. Troisième élément, une transformation numérique, où on est en train de mettre la dernière main à la pâte pour que vous puissiez disposer, les transporteurs puissent disposer de l'équivalent du Waze du fluvial. Donc, voir les temps estimés d'arrivée, voir les endroits où il y aura des embouteillages, optimiser leur trajet. On est en train de travailler également au fait de pouvoir modéliser l'ensemble des flux et donner à voir, sous réserve que les transporteurs le valident. Il y a un côté gestion de la donnée numérique, mais sous réserve que les transporteurs le valident individuellement, à donner à voir les vides. Ce qui permettrait à ce moment-là de pouvoir les réserver. Et évidemment, on a à peu près 30% de voyages à vide. Vous voyez bien que si on diminue ça d'un tiers, tout d'un coup, la compétitivité n'est pas exactement la même. Alors là, je vous parlais de la cible, une fois qu'on commence à avoir l'ensemble, mais il y a le coût de transition. Et le coût de transition... oui, j'y reviendrai après. Le coût de transition, aujourd'hui, on l'attaque de plusieurs manières. On a un plan d'aide qui s'appelle le PARM, pour aider à payer le fait de mettre justement des tonnes sur le fleuve, avec les études préalables, un certain nombre d'investissements et puis également des tests jusqu'à 10 allers-retours. Mais François Lajouet le disait tout à l'heure, on est aussi en train de mettre la dernière main à la pâte d'un programme C2E qui s'appelle Remove, qui a 36 ou 38 millions d'euros de mémoire entre faire fleuve, 18 millions pour le fleuve, qui permet, entre autres choses, de générer des certificats d'économie d'énergie en cas de report modal et donc en cas de transport combiné vers le fleuve. Vers le ferroviaire. On y reviendra tout à l'heure dans la prochaine table ronde. Merci beaucoup. Didier Léandry, qui vient de partir, a insisté sur les plateformes multimodales. Vous avez vous-même signé une convention avec SNCF Réseau, l'autre gestionnaire d'infrastructure. Est-ce que cette convention, c'est plus qu'un morceau de papier? Où vous en êtes de vos discussions et de vos actions en commun? Alors, il y a trois choses dans cette plateforme. D'une part, il y a la coordination pour que les périodes d'interruption, notamment pour maintenance, ne se chevauchent pas de manière à permettre toujours une alternative aux transporteurs. Permettre toujours qu'il y ait une alternative pour les transporteurs. Le deuxième élément, c'est de visualiser nos flux respectifs et à partir de là, évidemment, de travailler sur une offre conjointe. Le troisième élément, qui prend un peu plus de temps parce qu'on commence à toucher aux infrastructures, c'est de regarder comment les infrastructures peuvent mieux se coordonner. Sur Nancy, on a une gare, tout ce qu'il y a de très bien à 300 mètres du port, puis on a le port de Froid, les deux ne communiquent pas. Un peu dommage. Donc là, forcément, on est sur des sujets un petit peu plus longs parce qu'on se parle forcément d'investissements qui sont beaucoup, beaucoup plus lourds. Vous parliez donc de 300 millions par an, donc une augmentation substantielle. Vous avez des éléments pour mieux visualiser comment sont utilisés ces 300 millions, grands projets d'amélioration, régénération, comment on peut évaluer l'utilisation de ces sommes? Alors, plusieurs choses. Une partie va clairement à la régénération du réseau. A également son développement. Je disais tout à l'heure pour Seine-Nord-Europe ou pour le doublement de certaines écluses ou pour l'allongement de certaines écluses. Ce qui permet à ce moment-là de passer des bateaux plus grands et donc meilleure compétitivité. Le troisième élément, c'est une modernisation cette fois-ci qui est interne. Un certain nombre de nos ouvrages fonctionnent encore de manière manuelle. Donc, fatalement, ça génère des coûts de fonctionnement qui sont quand même relativement importants. C'est autant qu'on ne peut pas mettre après dans l'investissement. Donc, on est en train de mettre la dernière main à la pâte, là aussi, et on aura les premiers postes de commande centralisée qui sortiront de terre en 2023.
dans le nord de la France, à Oisier, sur la téléconduite de nos ouvrages. Après en parler, ce qui permet de se rapprocher des standards qu'on peut connaître dans l'Europe du Nord, qui en termes de qualité de gestion, qui en termes de disponibilité des ouvrages, et puis qui également en termes d'alerte en cas de crise. C'est un projet qui n'est pas complètement neutre parce que certes il y a la téléconduite, mais à côté ça signifie également avoir une maintenance spécialisée de manière à avoir un niveau de maintenance qui soit sensiblement supérieur à ce qu'on a aujourd'hui, même s'il est bon. La disponibilité des ouvrages c'est plus de 95%, donc on ne peut quand même pas considérer que ce soit mauvais, chômage inclus, mais là on vise encore mieux, tout simplement. On parle beaucoup de la dynamique de la Seine et on parle aussi beaucoup de logistique urbaine. Où vous en êtes sur la logistique fluviale? C'est pas facile d'obtenir un certain nombre d'autorisations, de chantiers, de projets. Comment vous voyez ce développement? Alors, la logistique urbaine, c'est un chantier très intéressant. En gros, si on segmente le marché, vous avez d'un côté des grands groupes qui sont capables d'internaliser le pilotage de leur chaîne logistique, BTP, Céralier, ça. Et puis vous avez un autre segment de marché qui pendant longtemps n'arrivait pas à émerger, qui est vraiment là pour le compte du transport combiné, mais dans le sens où je combine également des flux. Et là, on avait Franprix qui avait fait quelque chose, mais forcément très subventionné parce qu'on n'arrivait pas à trouver une équation économique. Depuis maintenant un an et demi, on voit des modèles qui émergent qui ont une équation économique. Au début, l'installation est un peu aidée, mais ensuite, ça fonctionne. Il y a 13 villes en France aujourd'hui qui sont en discussion pour pouvoir développer des projets de logistique urbaine. Ça a émergé pour l'instant à Strasbourg, clairement. Ça a émergé à Lyon. On est dans le développement maintenant de la solution. Toulouse est en discussion, Paris est en discussion, Rouen est en discussion, Arles est en discussion plutôt avancée, un certain nombre comme ça, Avignon aussi. Le point, quand je disais une équation économique, le point c'est que l'opérateur qui a fait le premier émerger un modèle économique viable n'a pas visé une compétitivité prix directement sur le transport. Évidemment, il doit être compétitif, mais il n'a pas cherché à casser les prix. Il a cherché au contraire, ok, il y avait une zone de faible émission en centre-ville, mais il a cherché au contraire à apporter une valeur ajoutée au client final, une valeur ajoutée très sensiblement supérieure au petit delta de prix qu'il posait sur la table. C'était quoi cette valeur ajoutée? C'est une livraison à J+0 ou J+1. Ce qui signifie que pour le client final, pour le magasin de centre-ville, moins besoin de surface de stockage en centre-ville, moins besoin, puisque les livraisons se font essentiellement le matin, moins besoin de concentrer de la masse salariale pour pouvoir accueillir et incorporer la livraison dans le stock et à l'après sortir les vides. Mais en fait, vous faites l'opération en 1 heure et vous n'allez pas faire venir les gens pour 1 heure. Donc la réalité, c'est que vous les payez une demi-journée et ça vous fait un pic de masse salariale. Et donc au total, il a permis aux uns et aux autres d'optimiser leur surface et d'optimiser la gestion de leurs équipes. Le gain économique pour ces entreprises est très sensiblement supérieur à 100 € de plus sur chaque transport. Donc voilà l'intérêt à en parler. Ils ont trouvé cette équation économique, ils l'ont mise en place. Ça marche à Strasbourg. Clairement, il y a un certain nombre de clients qui sont intéressés sur Lyon. On voit, fort de cet exemple-là, d'autres modèles et d'autres entreprises qui émergent mais qui s'en inspirent, mais avec d'autres propositions. Fluidis, par exemple, qui, outre ça, raccourcit la chaîne pendant le transport, fait des opérations d'empaquetage, fait des opérations d'emballage et de reconditionnement. Donc ça permet, en plus de réduire la chaîne et de dégager plus de marge. Ce sont à chaque fois des éléments malins comme ça qui sont en train d'émerger et un modèle économique, un segment de marché qui commence à émerger et qui a trouvé son équilibre. Enfin, qui commence à trouver son équilibre. Pour vous, ça peut être un axe important, y compris pour les acteurs qui sont dans la salle? Alors, c'est
c'est clairement un axe sur lequel, de plus en plus, on va avoir des zones à faible émission en centre-ville. On va avoir de la congestion, on va avoir des taxes également. Enfin, il y a des projets de taxes qui sur le stationnement, qui même sur l'entrée des villes. Dit autrement, le fait de rentrer au cœur des villes va devenir de plus en plus cher. Le fait d'avoir des entrepôts à proximité immédiate des villes, mais pas en centre-ville, et directement accessible par fleuve, parce que l'avantage quand vous avez un fleuve, c'est que ça arrive au cœur de la ville. Ça vous permet d'avoir des stocks tampons, ça vous permet d'avoir cette combinaison que je disais avec les avantages et donc des marges qui sont assez bonnes. Ça permet aussi d'intégrer, parce que votre stock à proximité immédiate de la ville, vous pouvez vendre des services logistiques à partir de là aussi. Donc ça permet d'intégrer un certain nombre de marges et d'intégrer un certain nombre d'opérations. C'est tout sauf inintéressant. C'est une alternative complètement crédible au fait d'avoir des ZFE qui se développent et donc une difficulté d'accès au centre-ville qui sont de plus en plus croissantes. Dernier élément, c'est quelque chose là pour le compte que offrent difficilement nos amis du rail, parce que les gares, les quais de déchargement, tout ça en centre-ville, c'est compliqué souvent. C'est compliqué. On a vu dans le passé qu'il y a eu des expériences qui n'avaient pas duré, parce que non seulement à cause du modèle économique, mais aussi de l'infrastructure et de la disponibilité. Merci beaucoup. Vous avez évoqué tout ce que vous vouliez devant... Alors, un dernier petit point. Je n'ai pas parlé d'innovation tout à l'heure. Dans la compétitivité, va le renouvellement de la cale. Clairement, on est en train de... On a mis le paquet sur le fait d'essayer de renouveler la cale. Pour vous donner une idée, depuis 2018, on a multiplié par 6 les dossiers traités et par 4 le budget alloué, qui est pratiquement 40 millions maintenant, pour le renouvellement de la cale, de manière à avoir des bateaux plus économiquement plus verts, mais également économiquement plus performants. L'autre élément, c'est qu'on s'aperçoit bien que dans la chaîne de valeur pour pouvoir faire émerger la cale, aujourd'hui, il y a un trou qui est le financement bancaire est là, les fonds propres sont là, les subventions sont là, mais il y a un trou, c'est qu'il y a peu ou pas de fonds d'investissement. Un des travaux qu'on mène aujourd'hui, on a quelques fonds d'investissement qui sont intéressés, souvent adossés d'ailleurs à soit la Banque des Territoires, soit la BEI, mais c'est de voir les fonds d'investissement pour faire en sorte qu'ils puissent venir intervenir sur le domaine fluvial et permettre de combler ce trou à hauteur de 15-20% des financements. Parce que sinon, si on doit être à une flotte compétitive, pleinement compétitive, en 2030, avec l'ouverture de Seine-Nord-Escaut, il faut véritablement qu'on multiplie à peu près par 2 ou voire par 3 le rythme de renouvellement de la cale. On n'a pas encore cette culture, comme en Hollande ou en Belgique, où un jeune marinier, même si c'est un indépendant, et vous avez déjà des groupes, mais si c'est un indépendant, au fur et à mesure, il achète de plus en plus gros, de plus en plus performant. Il vend, il rachète, etc. Et puis il monte dans la chaîne, j'allais dire dans la chaîne de valeur, dans la chaîne alimentaire. Nous, on a plutôt encore une partie des mariniers qui se disent tiens, je vais rester avec mon bateau qui est assez âgé et qui se dit je vais rester avec mon bateau jusqu'à finalement la retraite, puis je le vendrai à ce moment-là. Et ça fera une partie de ma retraite. Et force est de constater que pour les jeunes qui arrivent, les trous dans la chaîne de financement les aident pas forcément à grimper les étages. De la même manière qu'on n'a pas encore signé un certain nombre de conventions de partenariat avec les banques, on voit bien qu'il peut y avoir un côté frileux. Ils maîtrisent les questions de modèle économique, c'est leur métier. Ce qu'ils maîtrisent moins, c'est les questions de pertinence technique. Et là, fatalement, ça induit un risque pour eux. Ça induit donc, soit ils y vont, et à ce moment-là, il y a un surcoût sur les taux, soit ils n'y vont pas. Et ça fait un goulet d'étranglement, clairement. Et donc nous, ce sur quoi on se met aujourd'hui, c'est d'essayer de signer des conventions avec les uns et les autres, je pense au Crédit Maritime, mais il n'y a pas que, pour au moins cette partie risque technique, pouvoir la maîtriser et permettre d'avoir des taux d'intérêt un peu plus faibles pour la profession quand elle se renouvelle. D'ailleurs, si je ne me trompe, dans cet esprit-là, vous aviez signé une convention avec France Initiative il y a 1 an et demi pour faciliter l'accès à un certain nombre de ressources. Et France Initiative dirigée par Guillaume Pépi, comme quoi
évidemment, les modes peuvent collaborer ensemble. Merci beaucoup, Lionel Rouillon. Merci. Je crois qu'on peut le remercier pour l'ensemble de ces éclaircissements. Aurélien.